Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse de momentum, un petit peu weekly. Voilà, on va faire un petit peu. On va pas faire de narration spécifique, on va dire, dans la vidéo du jour. On va plutôt vraiment analyser en détail ce que nous dit Ethereum, les corrélations éventuelles avec la bourse, etc. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux dont le contenu peut plaire de surtout pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord et éventuellement mettre bien évidemment un like, un commentaire si jamais le contenu vous plaît. On est là sur le prix du Bitcoin face au dollar comme d'habitude. Vous voyez qu'on n'a pas cassé ici là cette résistance qui est la ligne de coup d'une épaule tête-épaule qu'on surveille vraiment de près puisque la réintégrer voudrait dire annihiler un petit peu cette figure qui pour le coup est validée et nous emmènerait à peu près aux 14 500 $ si jamais on la valide à nouveau. Et là donc repasser cette ligne de coup serait vraiment une bonne chose. Concrètement, bon, on avait vu un petit peu que ça allait corriger un peu dans ces eaux-là. Hein. On voyait pas nécessairement ici quelque chose de vraiment extrêmement bull sur le momentum, en tout cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est l'ampleur de ce retournement, comment on peut voir un petit peu les choses, et puis voilà, comment on peut un petit peu anticiper la suite. Globalement, ici, vous avez cette trend de RSI que j'ai un petit peu replacée là. Puisque voilà, ça me paraissait un petit peu plus adéquate de la mettre comme suit, c'est-à-dire vraiment en utilisant ces 3 points de touche là. Globalement, on pourrait peut-être avoir quelque chose un petit peu entre deux, c'est-à-dire voilà quelque chose qui se situe un peu plus comme ça. Et donc on aura une réponse là ici si jamais on la pète. Ici, vous vous rappelez ici qu'on avait une divergence baissière. Cette divergence baissière avait été annulée par ce plus haut, mais on voit qu'on manque de jus. Là, on est quand même un petit peu à plat sur le RSI. Donc du coup, voilà, soit on rebondit sur cette trend à nouveau, hein, ce qui serait tout à fait, en fait, la probabilité la plus grande, ça serait de rebondir dessus. C'est pas nécessairement de la casser, même si on a fait 3 plats de suite ici, ce qui voudrait dire qu'on pourrait peut-être ici en sortir par le côté, mais voilà, donc ça c'est pas non plus extrêmement bear. Ici on avait cette grosse divergence sur le MACD que j'avais mis en avant déjà depuis pas mal de temps, et là on a ce point de vente désormais qui est confirmé, puisque c'était hier soir à la clôture, qui s'est confirmé sur le Cypher, donc pastille de vente sur le Cypher. En daily, généralement, c'est quand même un signe de retracement assez important. Ici, on a le stochastique qui est parti en plongeon, qui a coupé sa ligne de signal. Donc ça sous-entend que soit le stochastique va venir nous faire un rebond au 50, soit qu'on va retourner au 0. Hein. En fait, le stochastique est un RSI qui réagit beaucoup plus vite, puisqu'il y a un oscillateur dedans. Donc du coup, c'est quelque chose de vraiment intéressant à regarder aussi. La corrélation d'avec les marchés, elle est en train de diminuer, vous le voyez là. Là, c'est la corrélation avec le S&P 500. Et vous voyez qu'elle est, elle est en train de corriger. Aujourd'hui, on a eu on a eu 1, 2, 3, 4 jours de décorrélation d'avec le marché action US. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, le problème, c'est qu'ici, nous, on est plutôt à la correction, alors que le marché US est plutôt à l'augmentation, mais c'est plutôt une bonne chose qu'on se décorrèle par moment, parce que tout simplement, ça permet à Bitcoin de devenir un asset de diversification. Voilà, de sortir un petit peu de ce carcan qu'a Bitcoin, d'être une sorte d'action technologique, et dans lequel, finalement, on se retrouve un petit peu ballotté dès qu'on passe risk-on, risk-off. Du coup, ça me fait un petit enchaînement. On va aller voir ce que nous ont donné les marchés aujourd'hui. Vous voyez que Nasdaq est plutôt, on va dire, sur une journée neutre. Le S&P 500 qui est sur une journée haussière. Le pétrole qui corrige fortement. Ça, on l'a expliqué hier. C'est parce qu'en fait, la Chine a publié des chiffres de croissance qui n'étaient pas bons. Et la Chine étant la deuxième puissance mondiale, c'est important ici qu'elle soit consommatrice de pétrole. Auquel cas, eh bien, si elle ne l'est pas, eh bien évidemment, le pétrole corrige. Et ça, c'est plutôt pour nous une bonne chose pour l'inflation. Ici, le Nasdaq 100 qui arrive dans sa zone de rechargement à court terme. Est-ce qu'il est sur résistance ici? On peut pas vraiment dire ça. En tout cas, en termes de résistance à plat, on n'a pas énormément de niveau. Vous le voyez ici, il n'y a pas vraiment de point d'arrêt. Je dirais que la résistance, elle se trouve plutôt ici sur le rayon, blanc que vous voyez au-dessus. Les commodités qui corrigent, ça va avec le pétrole bien évidemment, donc ça c'est plutôt encore une fois une bonne chose par rapport aux données qu'on peut attendre de l'inflation. On va faire un tour sur la stablecoin dominance. Stablecoin dominance, vous vous rappelez qu'on avait identifié ce gros canal là et que pour l'instant il a touché le haut de son canal, et donc la stablecoin dominance est en train de descendre malgré le rebond de ces derniers 2 ou 3 jours. Donc on surveillera tout particulièrement ici cette structure qui ressemble un petit peu à un bull flag. Donc ça, si jamais on repète ici à la hausse, ça nous enverrait
ça nous emmènerait à sortir de ce canal, hein. Vous comprenez que la target ici, elle est hors du canal, donc ça serait vraiment pas très bon. Par contre, si d'un coup on a un retournement et que on sent ici que la stablecoin dominance est plutôt en train de sortir de cette espèce de correction parallèle, ça serait vraiment une bonne chose. On pourrait aussi voir un biseau, voilà, quelque chose d'un peu plus penché, mais bon, moi je préfère le laisser comme ça, voilà, avec une petite déviation là ici, je préfère le laisser comme ça. Donc en l'occurrence, ici, ce qu'on veut voir, c'est que ce truc-là corrige. On veut qu'il y ait moins de stablecoins sur le marché, de manière à ce que ces stablecoins se portent à l'achat sur des cryptos. Et vous voyez que historiquement, à chaque fois qu'on était en haut, globalement, on était sur des points où le Bitcoin était plus ou moins en fait en bear market, et dès qu'on est passé en bas, on était sur vraiment des gros bull run. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qu'on suit particulièrement. Sur la market cap totale, qu'est-ce qu'on a ? On a une correction aussi assez conséquente. Voilà, on pourrait imaginer sur la market cap totale perdre une dizaine de pourcents au total, c'est-à-dire venir ici chercher ce support que moi j'identifie. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre qui s'est créé entre-temps depuis qu'on a fait cette vidéo-là? Non, pas vraiment. On peut pas vraiment parler de... Voilà, ici on avait cassé quelque chose, donc si on récupère ici cette ligne verte là, ça serait plutôt une bonne chose. Et puis, si je prends un Fibo sur la totalité du mouvement, si je prends un Fibo sur la totalité du mouvement, ça nous dirait que le premier arrêt se trouve autour des 0,382, donc à 1 trillion, donc à moins 10% par rapport à ici. Par contre, j'aurai une vraie zone de rechargement de 2 d'Elliott qui commence, si jamais ceci est une diagonale, c'est-à-dire une première vague d'Elliott qui amorce un mouvement, et vous voyez que la 4 voyage dans le territoire de la 1, donc on ne peut parler ici que potentiellement d'une diagonale. En tout cas, sur ce décompte-là, on attendrait une ABC derrière, hein. Vous comprenez que ici, ça voudrait dire que on aurait ici une correction en ABC qui nous donnerait... On descend en A, peut-être par exemple, hein, imaginons jusqu'au 950 trillions, qui est un fort niveau de support. On refait un rebond après jusqu'au 1 trillion 4, etc. Et potentiellement ici, correction plus importante jusqu'au... Voilà, pour tomber dans cette zone qu'on va noter ici, qui serait potentiellement entre les 900 milliards et 950 milliards. Alors aller jusque là, c'est peut-être quelque chose, voilà, de possible, hein, sincèrement. On voit que le mouvement s'essouffle un peu ici, on n'est même pas allé jusqu'au premier arrêt, on n'est pas vraiment venu prendre la liquidité là-dessus. À voir si ça va être le cas. En tout cas, ça pourrait être un scénario viable, vraiment, qu'on fasse une descente ici en ABC, totalement viable. Voilà, à voir, voilà. Pour le moment, et c'est pour ça que j'avais noté cet ABC comme ceci, en fait là on serait plutôt dans la B, et on attendrait éventuellement que si jamais on est toujours dans le décompte que je vous avais montré, qui est un énorme biseau en diagonale, et que là on est en train de faire une 4, on serait plutôt en train de casser vers une 5 ici en haut, et on viendrait faire une touchette ici au 1,5 trillion, comme je l'ai souvent expliqué sur la chaîne pour l'instant, autour du 12 septembre, puisqu'on a une jolie confluence ici de pas mal de choses. Admettons qu'on soit dans ce scénario-là, donc je vais vous afficher ici la traîne, si vous voulez, enfin la vague. Globalement, ça voudrait dire remonter en 3 vagues jusque en haut du mouvement ici. Donc ça voudrait dire que tout cela n'est pas forcément une diagonale. On n'est pas en train d'initier quelque chose ici de nouvellement impulsif. Mais globalement, si on prend ce décompte-là et qu'on imagine que la market cap totale va venir ici faire sa correction par là, on pourrait plutôt placer le B autour des 0,618, c'est-à-dire ici. Et par après, on aurait potentiellement une C qui nous ferait soit un 1 pour 1, c'est-à-dire C 100%, et on va voir si ça correspond à peu près avec les objectifs qu'on a précédemment. 1,38 et globalement remonter ici potentiellement au 1.272 nous emmènerait par là. Globalement on a quand même un support sérieux ici, donc imaginons qu'on s'arrête là, et là pour le coup on aurait vraiment un 1 pour 1, ça pourrait être vraiment tangible de pas aller en zone de rechargement ici. On va garder cette hypothèse sous le coude, c'est-à-dire pour le moment perdre 110-115 milliards là sur un mouvement de correction, et remonter ici ensuite au 1,59, c'est-à-dire vous comprenez qu'ici ça voudrait dire énormément d'argent dans les alts si vous préférez. Et un mouvement de 1 pour 1 ensuite, c'est-à-dire AB égale CD pour, enfin en l'occurrence la 0A égale BC pour cette fin de vague numéro 4. Et après la correction on verra, on n'y est pas encore, etc. Mais pour l'instant on pourrait essayer de voir quelque chose un petit peu dans cet esprit-là, en 5 vagues ici qui sont propres, 3 vagues ici pour la descente et 5 vagues pour la montée, d'accord, 5, 3, 5. Puisque ça ressemble plus ou moins à une zigzag.
Là, on parle d'Elliott, c'est un peu technique, mais bon, voilà, ça fait toujours du bien d'en faire un petit peu. Ici, après, on est sur Ethereum. Ethereum, même chose, on a une correction. Il tient quand même un peu mieux que Bitcoin, encore que Bitcoin n'est pas non plus dans une correction complètement déconnante. Bon, là, il se met à corriger peut-être un petit peu plus fort. On voit le ratio Ethereum-BTC ici, qui est à peu près flat, hein, vous le voyez aujourd'hui, sur la journée d'aujourd'hui en tout cas. Ici, 1900 $ pour Ethereum. Ethereum, je vous avais expliqué que hier, je trouvais que le mouvement avait l'air beaucoup plus impulsif que ce que ne l'est Bitcoin. Donc si vraiment Ethereum est dans une phase impulsive, c'est-à-dire un retournement de tendance, hein, concrètement, on repart dans une sorte de bull run sur Ethereum, concrètement, ça voudrait dire que pour le coup, Bitcoin est lui-même dans une leading diagonale. Ici, en l'occurrence, si on place bien cette trend ici de RSI, voilà, on n'aura pas vraiment de confirmation ici avant de voir, je veux dire, perdre quasiment 4 de RSI, c'est pas un signal pour moi très 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 fort. Enfin, en tout cas, il laguerait un peu pour nous donner un signal ici. Ici, on voit toujours la même divergence baissière. Vous voyez qu'Ethereum est en passe de potentiellement croiser bearish ici. Le même point de vente ici sur le Cypher. Donc, ce qu'on a besoin là ici, c'est que le stochastique revienne très vite vers le bas pour nous redonner du jus avant de descendre dans ce genre de vague énorme où vraiment on corrige très fort. Donc le stochastique, il en est où? C'est ce qu'on regarde là. Vous voyez qu'il a plongé, il est déjà quasi aux 50, hein, malgré une correction de à peine 100-150 $. Il a bien plongé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on pourrait essayer de voir ici une trend aussi? Non, pas vraiment. Pas vraiment, en fait, pour moi, le signal, et je vous ai dit de prendre des profits quand le stochastique il sait se retourner, c'est ce que j'ai fait moi-même. Je sais pas vraiment trop si s'il va y avoir derrière, là on voit la correction avec on voit la corrélation aussi avec le S&P. Pour le coup, vous voyez qu'elle est plus haute que Bitcoin, hein, on est à 86% de corrélation. Les 50 de RSI, c'est tout à fait un bon point pour rebondir. On l'avait fait ici, on l'avait fait ici, et on l'avait fait ici. Si jamais il rebondit là, vous comprendrez que ça laisse vraiment des portes d'entrée à personne, donc c'est imparable au niveau du marché. C'est vrai que c'est très bien, on va dire que c'est quelque chose où là vous aviez un sentiment qui était vraiment sur cette flat, un sentiment qui était relativement moyen, donc peu de gens qui sont rentrés. Bon, à part nous sur la chaîne, vous savez qu'on est rentré assez fortement aux 1000 $. Concrètement, là, voilà, moi j'ai préféré prendre quelques profits plutôt afficher ce trade-là comme un swing ou en tout cas un moyen d'augmenter mon bag d'Ether. Et personnellement, je me suis repositionné à l'achat autour des 1520, c'est-à-dire plutôt sur cette trend-là. C'est-à-dire que je joue en fait un pullback sur éventuellement ce point-là. Néanmoins, on aura les 1673 pour moi qui sont quand même un niveau important à venir clearer avant. On va faire vite fait un tour sur les news. Les news, vous voyez que le Dow Jones prend 300 points. Sur quoi en fait? Sur les earnings de Walmart et Home Depot. Walmart et Home Depot, c'est aux États-Unis les deux plus gros retailers. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous aviez Auchan et on va dire Castorama, je sais pas. Enfin voilà, en gros. Mais globalement, voilà, c'est les plus gros retail. Et finalement, ils ont posté des très bons earnings alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un gros ralentissement de la demande aux États-Unis et que les earnings soient très mauvais. D'ailleurs, ils avaient revu leurs earnings un petit peu à la baisse, etc. Finalement, ils ont posté des résultats qui étaient bien au-dessus. Donc, on voit que finalement, la demande n'est pas forcément ultra freinée. Alors ça, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Les marchés le prennent plutôt comme une bonne chose, c'est-à-dire qu'on dit, bon, finalement, cette récession n'en est pas une, on va dire. On essaye de réfléchir un petit peu à cette idée que finalement, voilà, on est en train de repartir là, même au niveau du marché. Donc, on essaye de pricer des très bons earnings pour tout le monde plus tard. Mais en même temps, par rapport à l'inflation, tout ça est pas très bon. Nous, ce qu'on veut, c'est que Walmart, Home Depot, ils aient des invendus. On veut qu'ils aient des relativement mauvais des résultats, d'une certaine manière, hein, de manière à pouvoir après ensuite diminuer leur prix. Voilà. Pour moi, la narration principale, c'est l'inflation. Donc bon, ça donne un petit peu de jus pour se dire il y a de l'espoir. Finalement, ceux qui voyaient le grand reset, la grande récession arriver, se disent finalement pas forcément. Mais d'un autre côté, moi, je préférerais quand même ici que la demande soit plus freinée par la Fed que ce qu'elle est et qu'on soit dans une Fed-induced recession, c'est-à-dire une récession qui est un petit peu amorcée par la Fed, qu'on voit vraiment la demande ici ralentir. Ici, Bitcoin qui fait un dip en dessous des 24 000 alors que Ether tient bon. Bon, alors
alors moi personnellement sur le ratio Ether Bitcoin, je vois quelque chose de flat, donc pour moi ils ont corrigé pareil tous les deux, en tout cas pour la journée d'aujourd'hui. Ici un stablecoin qui tombe de 99% suite à un hack de 1,3 milliard. La Fed qui ouvre le chemin pour les banques crypto de pouvoir abonder le système de la banque centrale. Donc ça c'est intéressant, j'irai lire ça et je vous ferai peut-être un point éventuellement par exemple sur le Discord sur ce que j'en pense. Sur bitcoin.com, pas grand chose. Les autorités en Inde qui font une enquête sur les exchanges. L'Inde qui est quand même en train de pousser très fort au niveau commercial, etc. Vraiment, pour moi, l'Inde est un des pays à suivre. Parce que démographiquement, l'Inde a des très jolies choses à montrer, contrairement à la Chine qui vieillit. En fait, il est possible que la Chine, finalement, passe peut-être première puissance mondiale, mais ce pour juste une dizaine d'années, et que l'Inde la supplante assez rapidement. Alors, ils ont un dirigeant un peu controversé. Je vais pas faire ici un truc sur l'Inde, mais intéressant. Demain, attention, parce qu'on aura les minutes de la Fed. Ça veut dire que ils vont publier. Il y a eu un meeting de la Fed le mois dernier. Ils vont publier toutes les retranscriptions écrites de ce meeting. Donc le marché va attentivement analyser tout ce qui s'est dit pendant ce meeting, qui doit être transparent. Alors ne me dites pas pourquoi ils le sortent 3 semaines après. Sincèrement, je comprends pas cette idée de remettre un FUD 3 semaines après sur les marchés, mais en tout cas, on sait que les marchés vont être extrêmement attentifs à ça. Donc voilà, c'est ça. Donc on aura ici les minutes qui vont sortir, donc les retranscriptions écrites d'un meeting qui a eu lieu il y a 3 semaines. Donc tout ça va être scruté et dites-vous bien que les journalistes vont s'en donner à cœur joie pour faire du FUD éventuellement, etc. Donc attention à ce qu'il a pu se dire pendant ce meeting. Ici, Biden qui va signer le IRA, donc le Inflation Reduction Act. Assez controversé ce move, puisque finalement on nous sort 400 milliards du chapeau, donc c'est de l'impression monétaire, hein, il faut pas se leurrer, voilà, ou en tout cas bon, pour le moment ils disent que ça va être des taxes sur les grosses entreprises. Mais bon, on sait ce que c'est, hein, en général, ce genre de grosses dépenses. Et voilà comment ça va affecter vos factures d'énergie, vos investissements. Et il y a toute une partie aussi, on va dire, welfare, donc autour de un peu la sécurité sociale, etc., qui est en train de se mettre en place également sur cette IRA. On va aller voir le sentiment maintenant. Donc on regarde ici le carnet d'ordre. Déjà, ce qui m'intéresse, moi, c'est les liquidations sur les dernières 24 heures. Combien on a eu sur Ether? Vous voyez ici qu'on a 116 millions de liquidations et on en a un bon tiers qui est sur Ether. Ether qui est toujours devant Bitcoin en termes d'open interest. Donc on est toujours dans cette configuration un peu FOMO par rapport à The Merge. Donc intéressant à regarder. On voit qu'il y a du monde sur Dodge aussi. Donc à surveiller Dodge, à aller voir éventuellement. Et on a sorti tout le monde sur OP. Vous vous rappelez que je vous montrais qu'OP était très en forme dernièrement. On a eu aussi apparemment des petites choses qui se sont passées sur Chiliz, pas mal de gens qui étaient rentrés en longue et qui se sont fait rect sur les dernières 24 heures. Donc voilà, intéressant à voir. Je sais pas si Chiliz il a pumpé vers le haut ou vers le bas ces derniers jours. J'ai vu qu'il avait fait une très bonne perf, c'était hier. Donc on a peut-être eu du monde qui est rentré hier en longue et qui s'est fait rect aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il nous dit aujourd'hui. Chiliz plus 8, toujours, non, il est toujours à la pump, donc en fait on short squeeze là hein, sur Chiliz et on est en train de liquider des shorters. Le carnet d'ordre, s'il veut bien s'afficher, on va dézoomer un petit peu, là on a beaucoup d'infos donc on va peut-être un petit peu nettoyer tout ça, c'est-à-dire descendre un peu, alors si j'y arrive, d'accord, il veut pas, hop, on va faire ça, voilà, on va essayer de clearer un petit peu, voilà, d'avoir un peu moins de jaune parce que là on a vraiment beaucoup d'infos. Concrètement ici 176 bitcoin autour des 24 700, 100 bitcoin également par là, 100 200 bitcoin, voilà, on a à peu près entre maintenant et les 24 500 on a à peu près 1000 bitcoin à la vente et à l'achat on a 100 bitcoin ici, 233 ici, 85, 140, 231. Donc globalement vous voyez qu'il y a un joli DCA hein, là qui est en train de se monter
remonté. Certains ordres ont visiblement disparu, il y en avait un petit peu plus. Vous voyez ici que c'est la même personne, hein, tout ça, hein, on le voit très bien ici. Il enlève ses ordres et là il les remet. Donc c'est assez bizarre que sur cette chute là, tout d'un coup, quand il voit que ça chute, en fait, il enlève tous les ordres qu'il avait mis. Vous le voyez, hein, cette personne qui DCA. Et puis là, on y va pour toucher. On en a certains qui disparaissent, mais pas tous. Donc voilà, curieux, peut-être que ce mouvement était trop violent, donc il s'est dit oula, il y a peut-être moyen de racheter plus bas, je m'enlève, et puis que là il y a quelque chose, en tout cas ça ressemble quand même un petit peu à du spoofing, c'est-à-dire regarde le carnet d'ordre, il y a énormément d'ordres à l'achat, donc ça, on ne tombera pas plus bas, et puis finalement au moment où on tombe, ces ordres ils disparaissent. Là en l'occurrence, c'est pas vraiment ce que je vois depuis qu'on est rentré un peu plus dans cette zone, hein, vous le voyez que là là on a eu du monde qui a été fil quand même, hein. Vous voyez là 425, 280 bitcoins, il y a quand même un bon 1000 bitcoins qui a été servi durant ce petit dip là. Là sur le carnet d'ordre, bon on voit que pour l'instant, si c'est du spoofing, en tout cas ils les ont laissés violemment jusqu'à un certain point, puisque on est à 22 400 là, ça m'étonnerait que ces ordres disparaissent si jamais on dip. Bon, à voir. Les options, on est mardi, et donc du coup là on regarde les options pour vendredi 19, tac, on va faire un refresh pour être sûr d'être sur le bon. Hop, là on a toutes les expirations et on va aller voir que le 19. On a un max pain price à 24 000. Donc ça sous-entendrait qu'on est à la latéralisation. Est-ce qu'il y a vraiment un joli smile ici? Enfin, est-ce qu'il y a des gros strikes globalement même entre 23 et 24,5. Si on va à 25, on fait gagner ce gros strike là. Donc il y a des chances que de pas aller à 25, c'est-à-dire que le prix soit défendu à 25. Avant les 25 en tout cas. Ici on est sur les marchés en levier. Marché en levier, vous voyez que qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et ben là on s'est basé sur du long, c'est le niveau qu'on avait montré ici. Ici il y a eu un petit peu de short, mais c'est plutôt des gens qui ferment leur position. Là on a une forte augmentation de l'open interest, donc on aurait eu un point de long à prendre ici, mais vous voyez qu'il a été pris depuis. Et puis ensuite là c'est pareil, on déleverage, donc c'est pour ça qu'on arrive en funding négatif en tout cas pour moi. Ici on réaugmente le nombre de contrats en circulation, vous voyez que l'open interest augmente sur du long, donc on aurait eu un point de long à mettre ici, mais il a été nettoyé depuis. Et puis ensuite on est sur toute une phase où il n'y a pas grand chose. Là un petit regain pour du short à ce niveau là, donc ça c'est plutôt pas mal. On va le mettre, c'est vraiment pas un niveau qui est important, c'est pas transcendant quoi, je veux dire en termes d'open interest, mais ça vaut le coup de le noter. Ici on a du long qui rentre, donc on avait ce point là même globalement on avait jusque là à liquider, c'est ce qu'on est en train de gérer en ce moment. Et puis depuis on est un petit peu sur les deux côtés, donc pour l'instant on va le laisser comme ça et sauver. Ensuite on va aller sur Ethereum. Désormais ce niveau là a été pris sur Ether, on avait fait la vidéo par là. Ici tout ça s'est construit plus ou moins sur du long, vous voyez qu'il a été pris depuis. Là c'est pareil, pour moi on nettoie. Ici on réaugmente, donc il y avait en nouveau du long, donc c'est pareil, il a été pris entre temps. Ici on nettoie plus ou moins aussi. Ici on repart sur du long, à ce niveau-là, donc en fait là on les met tout de suite sous l'eau. Et puis depuis, léger niveau de short à ce niveau-là, hein, c'est un petit peu comme Bitcoin mais très léger, donc par là à peu près, et léger niveau de long également à ce niveau-là, donc on aura un point ici aussi, et qu'on met en rouge puisque ce sont des longueurs et on sauve. Ensuite, iBlock. Alors, iBlock sur BTC là. iBlock sur BTC, sur les 5 derniers jours, on a plus de positions qui sont développées en short dorénavant, à hauteur de 4 ou 5 milliards. Hein. On est à 4,5 milliards. C'est pas transcendant, hein. Sur Bitcoin, on n'a pas énormément d'open interest. Vous rappelez que sur les 5 derniers jours, enfin, c'est le mois d'août aussi, hein, mais en gros, sur les 5 ou 6 derniers jours, on avait quand même ici, généralement, on a des zones beaucoup plus denses ici, hein, on est dans le même tiers, etc. On demande à peu près les mêmes données. Vous voyez que, en gros, ça correspond à dire pas trop de monde. Si on devait short squeezer, pour moi, on irait chercher les 24,8. Vous voyez ici qu'il y a une petite zone de densité un petit peu. Et si on devait continuer à long squeeze, on pourrait s'arrêter au 23,3. En tout cas, c'est ce que dit iBlock sur les positions des 5 derniers jours. Là, on est sur Ether et vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'open interest dessus. Globalement, en position en short, on est sur un delta cumulé pour les shorters. Donc, on a 5 milliards de plus à liquider du côté des shorters que du côté des longueurs. Et encore une fois, on ne parle que des 5 derniers jours. Ici, on ne parle pas de ce qui se fait avant. Mais pour l'instant, ça sous-entendrait ici plutôt que, Ether a beaucoup nettoyé en fait finalement avec juste cette perte de 100 ou 200 $. Vous voyez la grosse zone
zone de densité ici à éventuellement venir prendre si on venait la chercher, qui se trouverait autour des 1825, je dirais. Hein. On pourrait même descendre ici jusqu'en bas, c'est-à-dire autour des 1792. Pour moi, Ether pourrait vraiment facilement corriger à 1005 parce qu'il y en a beaucoup de plus de monde. Là, on regarde que les 5 derniers jours, mais on a beaucoup plus de monde là-dessous. Mais vous voyez qu'on a quand même ici du shorter au-dessus, donc ça pourrait donner du jus à ce mouvement si jamais tout d'un coup la demande au spot se retourne. Et la demande au spot, on l'a pas analysé d'ailleurs, mais vous voyez que sur Bitcoin, elle est descendue fortement et désormais elle latéralise. Et sur Ethereum, elle est en train de faire un plat, voire petite descente. Donc du coup voilà, ça c'est intéressant à regarder. On voit ici qu'on était sur une très forte trend quand même de demande au spot très forte, et là on est en train de un petit peu latéraliser à ce niveau là. Donc au niveau des 2000 $, au niveau sentiment on va dire, Ether intéresse quand même beaucoup moins de monde pour rentrer à l'achat. Moi personnellement je pense que, vous le savez, je vous l'ai dit hier dans la vidéo, Ether pourrait aller à 4000 avant The Merge, hein, ça serait pas déconnant qu'il le fasse. La news est quand même majeure. Après on a beaucoup de gens aussi qui ont un peu peur de The Merge. Alors là j'arrive pas à loader la chart sur Only Premium Member. Ah, quand le trafic est high, il y a que les premiums qui peuvent avoir les données sur Kingfisher, donc c'est pas grave. Et ben on a fait le tour là sur le sentiment, je pense. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder également? Oui, non, on a fait le tour, c'est bon. Je vais revenir ici sur la chart du Bitcoin et revoir un petit peu les niveaux avec desquels on avait parlé, histoire de regarder un petit peu. Après, on pourrait peut-être aller faire un petit tour sur le dollar aussi, encore que la vidéo est déjà un petit peu longue. Alors, on est sur ici Bitcoin. Globalement, quand je vous ai dit les niveaux, en tout cas sur iBlock, j'ai parlé des 23.2, c'est ça, et les 23.2, ils sont globalement, on y est presque, hein, en fait, hein, ouais, c'est ça, hein, en fait. Là, c'est 23.5, 23.2, ça serait par ici. Ça correspondrait à venir peut-être faire une touchette ici sur le bas de ce bear flag, enfin de cette correction que moi je trouve très parallèle. Beaucoup de gens y voient un biseau, mais moi personnellement je la vois plutôt parallèle que en biseau. Bon voilà, ça reviendrait peut-être à venir faire un tour là-dessus. Attention, si on casse en bas, ça c'est pas très bon vraiment. Si on perd ici ce support là ascendant, c'est vraiment pas très bon parce que ça veut dire qu'on est effectivement dans un bear flag qui a cassé. Et lui-même a eu aussi une target autour des 14-15 000 $, vous le voyez, 14 800. Donc moi je laisse traîner des ordres à 15 000. Je les ai remontés, avant ils étaient plutôt à 13-14, pour l'instant au vu de tout ce que je peux voir ici, je pense pas qu'on va revenir faire un bisou à cette droite de biseau ici, je pense pas que ça soit le cas, en tout cas au vu de mon scénario qu'on va dire privilégié, qui pour l'instant se passe plutôt pas mal en Elliott. Je vois pas ici tellement vraiment de chance qu'on aille retourner jusqu'en bas. Par contre refaire éventuellement un petit dip avant de repartir et vous comprendrez ici que théoriquement on est censé faire 3 vagues ici, hein, pour remonter. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur la market cap totale. Si jamais on fait effectivement dans mon scénario, encore une fois, une petite touchette ici au niveau un petit bisou au niveau de la droite rouge ici, qui est une droite d'un très grand biseau dans lequel on est depuis peut-être pas un an, mais quasiment 6 ou 8 mois, théoriquement, et qu'on est bien effectivement dans une ending diagonale. Théoriquement, ça doit se faire en 3 vagues, c'est-à-dire que ça devrait nous donner, voilà, on va dire quelque chose comme ça pour être un petit peu vulgaire. Mais globalement, vous voyez ici que si on dit quelque chose comme ça, retaper les 20 000, si on reste en tout cas dans ce type de scénario-là, pourquoi pas. Alors là, c'est pareil, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on pourrait éventuellement mettre puisque là, on commence à corriger et que voilà, on a quand même des signes de ralentissement, on pourrait mettre un Fibo ici au 0,618, qui est où ? Qui est là, pile juste au-dessus de la zone d'achat, effectivement sur ce support des 20 300. Si jamais on casse, ça serait vraiment une grosse déviation dégueulasse, parce qu'on se dirait, regardez, le bear flag il a cassé, etc. Et puis en fait, on se retournerait ici autour des 20 000 pour repartir finalement chercher les 28, voire plus. Si on fait une déviation par exemple, on pourrait vraiment ici aller taper. Alors pour moi, il y a beaucoup de liquidité là, hein, vers les 33. Se retourner à 28, ça serait dommage. Après voilà, tout est possible sur BTC1, on le sait très bien. Si ces mouvements par exemple s'orchestrent assez vite, finalement vous voyez là qu'on est autour des 30 000, etc. En général, quand on part en montée ici, il y a pas mal de gens qui ferment leur position de peur d'être liquidés, hein, juste avant la liquidation. Bref, à voir. En tout cas, voilà, un scénario qui tient quand même pour l'instant, à voir si ça s'effrite un petit peu ou pas, c'est-à-dire est-ce que si jamais on rebondit effectivement là sur ce support violet là, ça voudrait dire que le décompte est plus celui que j'ai dit hier là dans
dans mon décompte sur les vagues d'Elliott, dans lequel en fait finalement Bitcoin nous donne juste une leading diagonale et qu'on va faire une correction assez substantielle, même si elle pourrait effectivement aller au 21, au 23, etc. Mais qu'il y a encore du jus pour faire une 3, etc. Enfin, il y a encore pas mal de jus ici puisque en fait on serait dans ce que je vous ai montré hier, dans une 1-2 d'une 1-2, donc là on amorcerait une vague 3 qui serait assez violente vers le haut. Voilà, on a ici, pour moi, les signaux, ils sont sur le RSI, hein, principalement. Là, on a vraiment ici, pour moi, quelque chose de... Vous voyez, là, que c'est un petit peu en train de... Donc, c'est du RSI daily, donc apprenez bien ici à attendre la clôture. C'est-à-dire que à 2h du matin, vous saurez exactement où est ce point-là, hein, d'accord? Le point des 54, là, il est pas figé. Si jamais d'un coup, on rebondit, ici, on fait même un dip et ensuite, on rebondit, en fait, sur le RSI en daily, ça sera totalement invisible, puisque le dernier point, là, ici, il aura effectivement rebondi sur cette droite donc en fait c'est la nécessité de se coucher à 2h30 éventuellement si vous attendez un signal, ou en tout cas tout simplement de mettre des alertes, voilà. Voilà, bon, au niveau en tout cas, c'est pas extrêmement joli en termes de momentum, toute cette histoire, mais peut-être que on va ici retrouver du jus au niveau des 22,8, 23, et puis qu'ensuite on va enfin casser ce qui pour moi est une résistance majeure, c'est-à-dire cette droite jaune, qui est la ligne de coup de cette assez énorme épaule-tête-épaule, qui est très penchée, qui est pas très belle, mais qui pour moi est vraiment valide, c'est-à-dire qu'on a une épaule ici, une autre épaule ici, et encore une autre épaule ici. Très penché, je suis d'accord, c'est quelqu'un qui a un éléphantiasis au niveau de l'épaule droite là, mais pour moi ça tient. Et vous vous rappelez qu'on avait donné beaucoup de crédit à celle-ci, qui est beaucoup plus belle, hein, je l'accorde. On avait donné beaucoup de crédit à celle-ci, et qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher pile poil sa target ici. Donc voilà, faites attention quand même à ces figures-là. C'est du chartisme, hein, donc c'est pas des prophéties qui vont forcément se réaliser, mais attention à tout ça, parce qu'elle a pété, celle-ci, hein, celle dont je vous parle précédemment, et elle a effectivement une target autour des 14. Donc voilà, là vous la voyez, elle est ici. Tac, elle a cassé sa ligne de coup juste ici, elle a commencé à aller vers sa target, mais elle s'est arrêtée un petit peu avant. Globalement, certains diront que sur les épaules tête-épaule, les chances de toucher la target sont de 50%, mais que si jamais vous prenez uniquement la distance de la tête ici à l'épaule droite, vous voyez que j'ai pris ici ce point-là, là, et bien là vous avez des targets qui sont beaucoup plus en phase avec ce que vous pourrez toucher. Donc globalement là ça nous aurait donné une target touchée tout de suite, hein, vous voyez qu'elle est toute petite là, la distance. On va vérifier quand même aussi, parce que ça me paraît beaucoup là, la cible des 14. Hop, si on prend bien ça, et qu'on se met au point de cassure, si c'est ça, autour des 14. Ouais. Oui, donc on a ici un rapport de l'épaule à la tête qui est assez important, c'est-à-dire que généralement on cherche un rapport de 1,5 à 2 entre la tête et l'épaule, c'est-à-dire que l'épaule doit à peu près faire 2 fois. Si vous divisez par 2, là, par exemple, si vous mettez un Fibo ici, en restant à peu près sur la ligne de coup, donc quelque part comme ça, l'épaule doit à peu près faire 50, voilà. Entre 1,5 et 2, donc entre 30 et 50. Ici, pareil, si on se met au niveau de la ligne de coup, même chose, vous voyez que pour moi, elle est pile à 50, là, l'épaule. Donc, globalement, pour moi, cette figure, elle est pas jolie, vous comprenez qu'elle est un peu penchée, quoi. Mais pour moi, elle tient, puisqu'on a les 0,5 sur les 2 points, vraiment, voilà, on a des proportions d'épaule tête-épaule qui sont respecté. Mais ça veut pas dire c'est-à-dire qu'on pourrait aussi tout simplement ici aller quand même chercher ce point et ensuite aller chercher les 14. Hein. C'est pas du tout, c'est pas juste parce qu'on repasse par-dessus la ligne de coup que la figure est totalement invalidée. En fait, la figure, la vraie invalidation d'une épaule à tête-épaule, elle se passe quand on repasse au-dessus de l'épaule, la dernière épaule. Donc là, ça nous mettrait aux 47 000 $. Vous comprendrez qu'on n'a pas vraiment le temps ici de s'embêter à attendre tout ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai pas mal parlé aujourd'hui. C'était surtout de l'analyse technique finalement, mais c'est pas mal d'en faire un petit peu de temps en temps, de s'attarder un petit peu sur le momentum, etc. Je voulais faire du weekly, mais je crois que j'en ai pas fait. C'est pas grave, on le fera une autre fois. Il y a des choses intéressantes à voir sur le weekly aussi, mais c'est pas grave, on le fera une autre fois parce que sinon ça va faire vraiment une vidéo très longue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, vous abonner à la chaîne éventuellement et activer la cloche de notification, etc.
et nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. J'espère que cette vidéo vous a plu une fois de plus. J'ai pour habitude de demander aux abonnés des commentaires à la con en fin de vidéo, c'est-à-dire des commentaires qui n'ont rien à voir avec le prix du Bitcoin ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai toujours pas préparé l'histoire, mais la question du jour, elle sera sur... La question du jour, elle sera sur... oui, alors votre capacité de stockage. C'est intéressant, je trouve. Combien avez-vous de téraoctets chez vous? Et voilà, en termes de téraoctets, combien vous avez de capacité de stockage de disque dur chez vous? Voilà, ça sera la question du jour. C'est vraiment une question à la con, mais c'est pas grave. Du coup, on discute d'autres choses. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le Bitcoin. À bientôt. Ciao.